Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien de France 24 et de Radio France Internationale. Nous sommes aujourd'hui à Niamey, au Niger. Avec nous, le nouveau président élu qui sera investi le 2 avril prochain, Mohamed Bazoum. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Niamey avec Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors le Niger vient de vivre un scrutin inédit car pour la première fois, il y a une transition démocratique qui voit deux présidents élus se succéder. Mais c'est un scrutin qui a été entaché par une crise post-électorale qui a agité les rues de Niamey, les rues de quelques villes du Niger. Alors est-ce qu'on ne s'est pas un peu réjoui trop vite, Monsieur le Président? Et en un mot, est-ce que ça n'estompe pas une forme d'état de grâce qu'on pouvait espérer pour votre début de mandat? Non, je ne le pense pas. Il y a eu une petite tension dans la ville de Niamey sur moins de 2 jours, en vérité, ce qui dénote le caractère un peu artificiel de cette agitation. Et puis, après 2 jours, ça s'est totalement essoufflé. C'est la preuve que ce n'était pas authentique. En vérité, certains acteurs avaient annoncé qu'il y aurait des troubles le jour même des élections, avant qu'on ait quelque idée que ce soit des résultats. Cela dit, nous aurions souhaité qu'il n'y ait pas ces troubles, parce que c'est pour la première fois que ça se passe, mais aujourd'hui, c'est plutôt derrière nous. Alors, il y a eu les manifestations, mais il y a aussi, surtout eu, les attentats terroristes. Pendant la campagne, Monsieur le Président, vous avez déclaré les attaques meurtrières contre les camps militaires comme Inates et Chinagodar, c'est terminé, on a trouvé la parade. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce sont les civils qui sont massacrés. 66 morts près de Bani Bangou, dans la région de Tillabéri. 137 morts près de Tilia, dans la région de Tawa. Est-ce que les djihadistes de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, ne sont pas en train de vous lancer un défi au moment où vous prenez les rênes du pays ? Je ne pense pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec les élections et les résultats. Cela procède seulement d'une dynamique sur le terrain, dans le rapport des djihadistes avec les communautés sur lesquelles ils veulent imposer leur dictat. S'agissant plus précisément des Tilia, ce que nous savons, c'est que depuis un certain temps, vous avez beaucoup de motos dans la zone qui prélevaient ce qu'ils appellent la zakat sur ces populations, qu'elles sont parvenues plus ou moins à soumettre. Mais ces dernières semaines, du fait de la présence d'une patrouille vigoureuse de la garde nationale et d'une évolution un peu plus au nord dans la zone des Egarek, les populations se sont montrées un peu plus réfractaires à payer la dîme et certainement que ce qui s'est passé a à voir avec cette situation. Ce que je sais, c'est que il y a de cela quelques semaines, les djihadistes sont venus voir cette communauté des Ifokaritanes pour leur dire « ça ne suffit plus que vous payiez la zakat. Si vous êtes dans l'optique de l'islam tel que nous le prenons, vous devez vous rallier à nous et pour cela, vous devez nous donner des contingents de jeunes qui seraient dans nos rangs et qui agiraient pour la cause de l'islam. » Au cours de ces discussions, la tribu de Foukareten a eu à leur dire que ça, ce n'est pas possible. Et alors, ils ont promis que si ça ne devait pas se passer comme ça, eux, ils séviront parce qu'ils considéreraient que désormais, eux, ils sont avec le régime et non plus avec l'islam. Voilà, je pense que ça a à voir avec des dynamiques très locales plutôt que en rapport avec la situation nationale. Mais, Monsieur le Président, selon un récent rapport de l'ONG International Crisis Group, il semble que notamment dans les attaques des 15 et 21 mars, les agresseurs soient revenus pour venger, c'est une forme de vendetta, certains des leurs qui avaient été tués. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que le Niger, comme on sait dans certains pays voisins, n'est pas en train de rentrer dans un cycle de violence communautaire ? Oui, évidemment, lorsqu'il y a des actions de ce genre, de massacres à grande échelle contre une communauté ciblée, parce que partout,
ils avaient des cibles bien déterminées avant l'opération. Ils ont procédé au tri au sein des populations qu'ils ont trouvées sur place. Il y a des risques, en effet, de conflits intercommunautaires parce que les djihadistes relèvent de certaines communautés, malheureusement, et ceux qu'ils agressent aussi appartiennent à des communautés bien déterminées. Et tout le défi pour nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette escalade-là et que ça ne déborde pas du cadre strict d'opérations menées par des voyous que nous connaissons ou contre l'État ou contre des populations que nous avons, nous, la mission de défendre. Et c'est le défi de l'État, cela, et nous allons y faire face, nous l'assumerons, Inch'Allah. Vous allez y faire face, dites-vous, donc j'imagine que vous allez faire de nouveaux recrutements dans l'armée. Mais au Mali voisin, le Premier ministre déclare ouvertement qu'il faut négocier avec les djihadistes. Alors au Niger, est-ce que la manière forte ne montre pas ses limites? Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie et d'ouvrir un canal de discussion avec certains mouvements djihadistes? Vous avez des situations très différentes. Au Mali et au Niger, et comparaison n'étant pas raison, nous ne pourrions pas envisager quelque dialogue que ce soit, nous, dans la mesure où vous n'avez pas un seul chef djihadiste nigérien, vous n'avez pas une seule base de djihadisme sur notre territoire et vous n'avez jamais entendu une quelconque déclaration d'un acteur majeur qui fasse allusion au Niger, à la gouvernance à l'œuvre dans ce pays et qui pose quelques problèmes que ce soit. Au demeurant, lorsque, en avril 2016, j'ai été placé à la tête du ministère de l'Intérieur, j'ai essayé d'avoir un canal de discussion. J'ai envoyé des émissaires chez des jeunes Nigériens qui sont dans l'IGS et qui sont très opérationnels sur notre territoire. Leur réponse avait été de me dire que pour eux, ce qui les intéresse, c'est le djihad au Mali. Ils n'ont rien à voir avec le Niger. Je leur ai dit, à travers les émissaires que je leur ai envoyés, que j'étais prêt à discuter avec eux s'ils devraient dire qu'ils sont des Nigériens, même appartenant à une certaine communauté, qui ont des revendications très précises en rapport avec notre gouvernance, en rapport avec leurs conditions de vie, et que nous étions prêts à satisfaire toutes leurs revendications. Ils m'ont envoyé une liste de 22 personnes qui étaient détenues dans nos prisons en me disant que ça, ce sont nos amis que l'armée a arrêtés. Nous souhaitons qu'ils soient libérés. Ils ont donné un ultimatum pour la fin du mois de février 2017. Après quoi, m'avait-il prévenu, nous arrêterions le cessez-le-feu que nous sommes en train d'observer depuis que vous êtes au ministère de l'Intérieur, que vous avez essayé de discuter avec nous. Et puis, vers la fin du mois de février, ils nous avaient en effet attaqués. Et depuis lors, la situation s'est dégradée. Nous n'avons pas de Nigériens, nous n'avons pas de partenaires nigériens. Nous avons des gens du Maghreb qui sont à la tête de l'IGS et qui font le djihadisme au Mali principalement, selon eux en tout cas, et qui font des incursions au Niger. Nous ne pouvons pas discuter avec des gens qui ne sont pas des Nigériens. Et puisqu'il n'y a pas de Nigériens avec lesquels nous pouvons discuter, la question pour nous ne se pose pas. Et il ne faut pas comparer notre situation avec celle du Mali par conséquent. Glissons, si vous le permettez, Monsieur le Président, naturellement vers les armées coalisées contre l'antiterrorisme. Vous êtes bien au courant, évidemment, qu'il y a une campagne électorale qui va commencer en France, qui va mettre sur les rangs le président français, et que cette opération Barkhane, qui coûte cher, est de plus en plus impopulaire dans l'opinion française. Si, très concrètement, les Français se retiraient, même partiellement, ça serait pour vous un goût d'inachevé, voire vous ressentiriez ça en tant que Nigérien comme un abandon des Français ? Non, nous ne ressentirons pas ça comme un abandon de la part des Français. Barkhane, c'est surtout au Mali, c'est ça qu'il faut d'abord savoir. Ensuite, évidemment, nous aurions souhaité, dans le cadre de notre coopération avec l'armée française, avoir de meilleurs résultats que nous n'en avons. Et cet échec relatif, c'est notre échec à nous tous, c'est l'échec de l'ensemble de la coalition. Mais un retrait partiel de la France, dans la mesure où il maintiendrait le dispositif aérien, n'aura pas de grand effet sur le cours de la situation et sur le rapport de force. Vous savez que l'armée française n'est pas impliquée physiquement au sol contre les djihadistes. Le mode d'action, le concept des opérations tel qu'il est mené
procédant d'une volonté de faire le maximum d'économies, de pertes en vies humaines, a dicté un comportement à l'armée française et qui fait que même si certains effectifs sont retirés, cela n'aura pas un grand impact sur le terrain. L'impact sera davantage symbolique et politique qu'opérationnel, tout simplement. Ce qui nous importe, nous, c'est une certaine présence des forces aériennes françaises qui, elle, de mon point de vue, sera garantie, quels que soient les effectifs français qui seront présents dans le cadre de cette opération. Revenons à la politique nigérienne. Depuis un mois, l'ancien Premier ministre Hama Amadou, qui est l'un de vos principaux opposants, est en prison. Le procureur l'accuse d'incitation à la haine ethnique et de propos à caractère raciste. Pourquoi l'arrêter en mars ? N'étant pas le procureur ni le ministre de la Justice, je ne saurais vous apporter une réponse à cette question, M. Boisbouvier. Est-ce que depuis l'annonce de votre victoire, vous ne devez pas constater que l'ancien Premier ministre Hama n'a tenu aucun propos séditieux? Est-ce que si la situation reste calme, vous verriez d'un bon œil son éventuelle libération? C'est une question pour le moment que je ne me pose pas, donc je ne saurais y répondre. Parlons de vos grands défis, les défis qui attendent votre mandat, la lutte contre la corruption, qui était d'ailleurs l'un des chevaux de bataille pendant la campagne de l'opposition. Par exemple, cet audit qui révèle que 76 milliards de francs CFA ont été détournés dans un contrat d'armement au ministère de la Défense, par exemple. Est-ce que, dans cet exemple précis, les coupables seront un jour jugés ? J'imagine bien que s'il y a des coupables, et certainement qu'il y en a, ils seront jugés. Nous ferons en sorte qu'ils le soient. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas eu d'audit. Sur les chiffres, la réalité est très différente de ce que on a pu en savoir en général. Cela dit, au ministère de la Défense nationale du Niger, sous notre régime, il s'est passé des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, avec lesquelles le président Issoufou n'est pas d'accord. C'est ça qui a expliqué qu'il ait voulu voir de plus près ce qui se passe, et des choses qui ne peuvent pas rester impunies. Et nous ferons en sorte que l'impunité cesse lorsque des Nigériens commettent des choses de ce genre-là. Vous vous apprêtez, Monsieur le Président, à gouverner un pays qui souffre de la pauvreté. 40% de la population vit en dessous de 2 $ par jour et qui est maintenu dans cette pauvreté, notamment par la surnatalité, 7 enfants par femme en moyenne, c'est le record du monde. Comment allez-vous réussir à relever ce défi, là où, il faut bien le dire, tous vos prédécesseurs ont échoué? J'entends promouvoir l'éducation dans notre pays. Ça me paraît extrêmement important et mettre un accent particulier sur la scolarisation des jeunes filles dans des conditions différentes de celles qui ont été jusqu'à présent à l'œuvre, de façon que nous puissions retenir au maximum les filles à l'école. Pour cela, je compte notamment créer des internats dans les collèges de proximité au niveau des villages. Nous avons ce que nous appelons les collèges ruraux. Et à l'intérieur, je compte construire des internats pour les jeunes filles. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque une fille entre en 6e, mais que le collège n'est pas dans le village de ses parents ont tendance à considérer qu'elle sera dans des conditions qui ne favoriseront ni son éducation à l'école, ni son éducation à la famille. Et la pratique, c'est de les retirer, de les sortir du système scolaire. En construisant de nombreux internats dans le collège de proximité, j'entends faire en sorte que ces filles soient à l'abri de mariages précoces. Et lorsque nous maintiendrons les filles à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, nous aurons éviter à chacune de ces filles un mariage précoce et quelques couches, peut-être 2, peut-être même 3. 77% des filles nigériennes sont mariées avant l'âge de 18 ans et 28% d'entre elles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Si nous scolarisons massivement les filles et si nous les maintenons longuement à l'école, nous avons là un biais par lequel nous pouvons lutter contre ce phénomène des mariages des enfants et des couches alors qu'elles n'ont pas même l'âge de 15 ans. C'est un grand défi et nous en parlons sans tabou. Le président Issoufou
en parler de façon très courageuse, mais nous serons encore tenus d'être courageux et faire en sorte que nous discutions ce problème-là. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et sur Radio France Internationale. Merci beaucoup.